Merci de nous rejoindre pour un décryptage sur New World Info. Durant 3 jours, Lomé, la capitale du Togo, a été l'épicentre d'une réflexion continentale sur la gestion de la dette. Le pays a abrité cette première conférence de l'Union africaine sur la dette, au cours de laquelle le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a posé les jalons d'une nouvelle doctrine africaine face à un enjeu devenu structurel. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Vous avez suivi cette actualité. Quelles sont selon vous les principales problématiques liées à la gestion de la dette en Afrique aujourd'hui? On a plusieurs soucis quand on parle de la dette africaine. Le premier souci, c'est ce qu'on pourrait appeler le niveau d'endettement. C'est-à-dire la quantité d'argent que nous avons emprunté, qui pour moi crée deux soucis. Le premier souci, c'est quand on emprunte, il faut rembourser. Et quand vous empruntez, on vous dit tous les mois, vous devez payer telle somme. Vous ne le faites pas, on vous déclare à l'international en incapacité de paiement. Et cela a des conséquences économiques énormes sur un pays. De sorte que certains de nos pays aujourd'hui empruntent de l'argent pour pouvoir à la fin du mois honorer la dette qui avait déjà été empruntée. Donc il y a ce problème qui se pose par rapport aux organismes qui sont les organismes prêteurs, que ce soit les organismes multilatéraux ou bien des privés. Mais à côté de ce problème, il y a un problème qui nous concerne nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a fait de l'argent qu'on a emprunté? Au point d'être incapable de rembourser et surtout de creuser un trou pour remplir un autre trou. Parce que c'est ce qu'on est en train de faire avec la dette. Pour rembourser cette dette, je prends encore une autre dette, mais on va rester éternellement au niveau de cette dette-là. L'autre problématique que ça pose, nous sommes des pays endettés. Parce qu'on est endetté, les organismes multinationaux nous empêchent d'investir dans le social de façon générale. La santé, l'éducation. Moi, je suis là, je fais partie des victimes de ces plans d'ajustement structurel et autres. Mais quand on était à l'université au départ, on avait 12 mois de bourse. Quand il a fallu serrer la ceinture, on a supprimé les 3 maigres mois de bourse de vacances des étudiants parce que les pays étaient très endettés. Il fallait trouver où économiser de l'argent. Sur nos dispensaires, nos hôpitaux publics, tout le monde connaît la règle des structures internationales. Elles disent que c'est des secteurs qui sont non productifs sur le plan pécunier. Bien sûr, je ne parle pas des écoles privées, je ne parle pas des cliniques privées, mais de l'école et de la santé publique, raison pour laquelle, regardez, dans tous nos pays, progressivement, la santé a été semi-privatisée, même si on ne le dit pas. Mais tous ces éléments font partie de la dette. Parce que quand on parle de la dette, il ne faut pas qu'on regarde la masse d'argent en tant que telle, mais où est allé cet argent? Est-ce que les populations en ont véritablement bénéficié? Mais est-ce qu'on va continuer à être dans une dette où celui qui t'a prêté, bien sûr, te conditionne? Parce que lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le développement de ton pays, mais son premier souci, c'est que tu puisses rembourser la dette. Quitte à te dire n'embauche pas, n'augmente pas les salaires, n'investis pas dans tel secteur, etc. Mais en ce moment, quand on demande qu'on parle de la dette, qu'on ne le fasse pas seulement avec des économistes sur le plan macroéconomique, mais qu'on regarde également au niveau des populations ce que la dette crée comme difficulté. L'Afrique a beaucoup trop de dettes, ce que déplorent les économistes et les analystes politiques également. Mais en quoi est-ce que cette conférence de Lomé marque-t-elle une étape importante dans la réflexion continentale sur le sujet? Mais le sujet de la dette, le sujet de l'aide est depuis fort longtemps des sujets de réflexion sur le continent africain. Il est important que l'Union africaine, parce que moi j'y crois. Justement, cette conférence était une initiative de l'Union africaine. C'est pourquoi je dis qu'il est important que l'Union africaine prenne ses responsabilités pour une solution globale. Parce que la solution État par État, un de nos États qui se met en face de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, ça ne sert absolument pas à grand-chose. Parce que la solution, c'est de leur rembourser leur argent et d'obtenir sa liberté. Parce que quand tu empruntes, il y a des conditionnalités. Et elles sont claires, elles sont connues. Non seulement il y a des conditionnalités, quand tu es très endetté, il y a des conditionnalités. Augmenter les factures d'électricité, ne pas supprimer les subventions, augmenter le prix du carburant, tout ça pour trouver de l'argent, non pas pour nourrir les populations, mais pour rembourser la dette. C'est pourquoi j'ai dit qu'on ne le regarde pas à l'échelle macroéconomique, parce que ça trompe en ce moment, parce qu'à l'échelle des individus, la dette crée énormément de problèmes et souvent on ne le dit pas assez. Parce que quand l'État doit payer, l'État est obligé de ponctionner
pour pouvoir payer, ou bien l'État est obligé de prendre de l'argent qui aurait pu être destiné à des secteurs prioritaires d'un point de vue social pour rembourser la dette. Mais en ce moment, cette dette, elle nous tue. Elle ne nous fait pas avancer, d'autant qu'on ne parvient pas à sortir de cette dette. Mais c'est pourquoi une telle rencontre, elle est importante, puisque le problème est un problème partagé. Mais pourquoi on utilise la méthode Sankara? Il avait dit aux gens, venez, on refuse de payer la dette. On a déjà suffisamment payé, les taux d'intérêt, les échelonnements, les rééchelonnements sont tels que finalement, nous, on a déjà payé la dette, mais on continue toujours de payer. Si un pays africain refuse tout seul de payer la dette, ça ne sert absolument à rien. Si les pays africains se mettent ensemble pour dire, attendez, avec la dette, ça suffit. Il faut qu'on revoie les choses. Il y a quand même des pays qui ont osé justement tenter de mettre fin à la dette et à l'aide internationale, notamment le Ghana, entre-temps. Oui, quand un pays se trouve dans une certaine éclaircie sur le plan économique, ce pays a intérêt à rembourser ses dettes et à pouvoir avoir la liberté de gérer son pays. Parce que la souveraineté, elle est également économique. Mais on ne peut pas dire je suis souverain quand 70% de ton PIB est utilisé pour rembourser la dette. Et c'est le cas d'une bonne partie des pays africains. Ce 70% est le taux et le seuil qui est proposé par la CEDEAO. Mais quand vous regardez, une bonne partie des pays frôle ce 70% ou dépasse le 70%. Et après, ça entraîne ces conséquences dont je parlais tout à l'heure au niveau des populations. Quand vous empruntez, le taux d'intérêt devient plus élevé. Mais ça fait que finalement, le peu d'argent que nous avons, on l'utilise à rembourser au lieu de l'utiliser pour développer nos pays. Pendant longtemps, les secteurs qui ont nécessité de beaucoup d'investissements sont entre autres le secteur de l'éducation, l'infrastructure ou encore la santé. Mais de nos jours, il y a le secteur sécuritaire qui s'y ajoute. Oui, le secteur sécuritaire nous est imposé par la situation aujourd'hui au niveau de la sous-région. Puisque on ne peut pas parler d'école, on ne peut pas parler de santé. Si vous avez des bombes qui tombent de partout, ce à quoi on passe, ce n'est ni d'aller à l'hôpital, ni d'aller à l'école. Donc c'est quelque chose à la limite qui s'impose à nous et qui nous crée d'énormes difficultés parce que le secteur militaire prend énormément d'argent. On parle tout le temps de ces avions de guerre. Un avion de guerre coûte combien? On parle de ces drones, tout le monde dit qu'il faut acheter des drones, que les gens s'informent sur le drone qui est le plus acheté, le drone turc, que les gens s'interrogent sur le coût. Il est moins cher par rapport aux autres, mais il est cher par rapport aux économies africaines. Donc ça, c'est un nouveau problème qui est venu nous trouver parce que n'oublions pas que la question de la dette était là bien avant que cette question du terrorisme ne se pose à l'échelle africaine. Donc la question de sécurité est venue malheureusement créer davantage de problèmes parce que beaucoup de nos pays, pour pouvoir avoir des armes, ont dû rentrer encore dans ce système d'endettement ou passer par des banques qui achètent et vous devez de l'argent aux banques, ce qui revient pour moi exactement au même. C'est des dettes, qu'elles soient intérieures ou qu'elles soient extérieures, ce sont des dettes qu'il faut rembourser. Et parlant de sécurité, justement, le président du Conseil togolais, Faure Sezana-Gnassingbé, a dénoncé une hypocrisie du système financier international qui néglige les dépenses sécuritaires africaines. Qu'en pensez-vous? Mais il a parfaitement raison parce que dans la situation où nous sommes aujourd'hui, le principe de celui qui prête l'argent, de préférence, c'est de prêter pour qu'on mette dans un investissement qui rapporte de l'argent afin que cet argent rapporté permette de rembourser la dette. Mais quand vous prenez des milliards, vous achetez des avions de guerre. Les avions de guerre vont produire combien d'argent? Rien du tout. Leur entretien va prendre encore davantage d'argent. Donc si vous allez voir quelqu'un qui prête de l'argent et qui veut se faire rembourser, il n'a pas du tout l'intention de vous prêter de l'argent pour acheter des avions de guerre, sauf si vous lui montrez que vous avez d'autres formes d'exploitation minière, énergétique qui permettent de sortir de l'argent pour payer. Parce qu'ici, la dette se retrouve immobilisée à travers des avions qui ne vont pas produire de l'argent. Mais en situation d'insécurité, sans ces avions, mais les mines dont on parle, l'énergie pétrolière dont on parle, mais si les terroristes viennent attaquer ces structures qui peuvent produire de l'argent et l'armée n'a pas les moyens d'assurer la sécurité de ces structures, vous voyez le problème que ça pose. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on fasse attention avec cette question de la dette. Celui qui prête, et c'est pourquoi il pose ces conditionnalités, il a un seul souci, c'est d'être remboursé et d'être remboursé à terme. Est-ce que cela crée des problèmes pour le pays qui a emprunté de l'argent? Pour dire la vérité, ce n'est pas du tout
leurs soucis. Et c'est ça qui crée cette sorte d'hypocrisie où celui qui prête, lui, c'est le remboursement qui l'intéresse. On regarde le pays en fonction de son taux d'endettement. Si c'est très élevé, c'est un pays à risque. Quand on prête, on augmente le taux d'intérêt parce qu'il est à risque. Quand il n'est pas très endetté, on peut baisser le taux d'intérêt, mais quel que soit alpha, il y a les conditionnalités qui sont là quand on veut emprunter, sans oublier les intermédiaires, avec ce qu'on appelle les eurobonds, ou quand le pays a du mal directement à emprunter de l'argent, il passe par des intermédiaires. Ces intermédiaires coupent l'argent sur la base de pourcentages qui leur permettent aussi, sur chaque dette, mais d'avoir énormément d'argent sur le dos des pays et indirectement sur le dos des populations. Le Togo, pays organisateur de la conférence sur la dette africaine, demande un renouvellement des cadres d'analyse actuels jugés obsolètes et trop souvent conservateurs. Comment est-ce que cela peut impacter les nouvelles relations entre les pays africains, leurs créanciers, voire les institutions financières? Mais ça, c'est une nécessité. Et les économistes contemporains posent toujours ce problème. Quand on dit que quelqu'un est pauvre parce qu'il vit en dessous du seuil de la pauvreté, est-ce qu'on peut calculer le seuil de la pauvreté pour un Français, pour un Américain et pour un Africain de la même façon? Est-ce que mon frère qui est au village, qui a sa case, qui a son grenier rempli de céréales, quand vous parlez de seuil de pauvreté, si celui-là n'a pas $1 par jour, qu'est-ce que vous appelez $1 par jour? Ce sont ses céréales, ce sont ses moutons, ses chèvres, ces poulets. Est-ce que vous prenez en compte ces éléments pour dire que le monsieur-là, il est pauvre? Les économistes l'ont dit de façon très claire. La pauvreté, elle est relative. On ne peut pas la définir d'une seule façon, parce que quand on sort des espaces, celui qui est en France, qu'on appelle pauvre, qui est dans la rue, qu'on appelle SDF, il est dans un pays qui est riche, non? Mais vous croyez que celui-là est mieux logé que celui qui est dans son village, qui certes n'a pas beaucoup d'argent entre ses mains, mais qui a son grenier devant lui? Effectivement, il y a des choses à revoir dans cette façon de définir nos pays comme étant des pays pauvres en utilisant des critères qui ne sont pas nécessairement adaptés par rapport à chez nous, mais surtout en utilisant des critères qui pour eux n'ont qu'un seul but, c'est de pouvoir rembourser la dette encore une fois, parce que là il ne faut pas qu'on se trompe, ceux qui prêtent plutôt ne sont pas des philanthropes, ce sont des capitalistes. Ce qui les intéresse, c'est le profit, rien d'autre. Et également, le président du Conseil du Togo a souligné que le financement de l'Afrique ne devrait pas être perçu comme un acte de charité, mais plutôt une responsabilité partagée. Quel commentaire cela vous inspire? Moi, j'irais plus loin qu'une responsabilité partagée. Qui nous prête de l'argent? Il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais ce sont ceux-là qui ont transformé nos grands-pères en esclaves. Ce sont ceux-là qui nous ont colonisés, qui ont pillé nos ressources et qui ont fondé leur développement sur nos ressources et nos parents qu'ils ont utilisés. Moi, je suis partisan du remboursement. Et quand on pose le problème de la dette, il faut poser le problème de la dette sous cet angle-là. Est-ce que nous leur devons de l'argent ou est-ce que c'est eux qui nous doivent de l'argent? Qu'on fasse la compensation. Combien nous leur devons et combien ils nous doivent au niveau de leur développement. Et si on fait une bonne compensation, c'est eux qui deviennent endettés par rapport à nous. Je crois qu'il faut aller plutôt dans cette logique de réclamation. C'est pourquoi j'ai parlé de la méthode de Sankara. Il ne s'agit pas de demander pardon aux gens. C'est vrai qu'il y a la responsabilité de nos chefs d'État. C'est indiscutable. C'est eux qui ont emprunté l'argent. C'est eux qui ont mal utilisé l'argent, parce qu'on ne peut pas faire une conférence sur la dette sans parler également de ce mauvais usage de la dette. Lisez le livre de Pierre Payan, écrit depuis plus de 20 ans. Il reste actuel jusqu'à présent sur ce qu'on appelle les éléphants blancs d'Afrique, où on a investi sur de grosses choses qui sont là déposées, qui ne servent à rien, qui ne fonctionnent pas normalement ou qui ne fonctionnent pas à 100%, alors que cela a englouti de l'argent que nous sommes obligés de rembourser et ça ne rapporte absolument rien. Je ne parle pas des détournements d'argent, parce que là, je me rappelle, quand on était étudiant, toujours, quand Babacar Ndiaye, un compatriote, était le premier responsable de la Banque africaine du développement, la BAD, mais il disait à l'époque, la quantité d'argent sortie de l'Afrique est supérieure à la quantité d'argent qu'on a fait rentrer en Afrique en termes d'aide et de prêts. Mais l'autre partie de l'argent qui est sortie là, ça vient d'où? Ça veut dire que quelque part, même en Afrique, il y a de l'argent. On peut emprunter de l'argent sur place. Sur place. Et en empruntant de l'argent sur place, si je prends notre zone CFA, on emprunte en CFA, on n'a pas ce problème que nous avons avec le dollar. Où j'emprunte pendant que le dollar fait 500 francs CFA, je rembourse
pendant que le dollar fait 600 francs CFA, la même dette augmente, non pas à mon niveau, mais parce que le dollar a augmenté. Je me retrouve avec une dette qui augmente et on me demande de payer. Effectivement, mais il y a énormément de choses à revoir sur cette question de la dette. Et le remboursement des dettes impacte quelquefois sur le pouvoir d'achat des populations. Mais ce n'est pas quelquefois, c'est tout le temps. Puisqu'on a un budget. Le système, c'est qu'ils ont une sorte de contrainte. Quand vous empruntez, il y a une période et la dette est répartie sur la période. Quand la dette est répartie sur la période, dans chacun de nos pays, demandez aux économistes qui sont surtout au ministère de l'économie et des finances, leur souci chaque fois, c'est comment faire pour qu'à la fin du mois, qu'on puisse payer la portion de la dette. Parce qu'on ne paye pas directement la dette. Chaque mois, on doit payer une partie, comme quand nous faisons des prêts à la banque. Et bien sûr, si tu ne payes pas ce mois-ci, quand tu dois payer l'autre mois, tu vas payer encore des taxes supplémentaires. Donc, dans le ministère des Finances, les gens font tout pour pouvoir tous les mois payer cette dette-là. Et se faire tout pour pouvoir payer la dette, mais c'est ça qui fait qu'il y a d'autres choses qui sont là, qui sont prioritaires, qui sont des urgences et qui malheureusement sont obligées d'attendre. Parce qu'ici, si vous ne payez pas, on vous publie à l'international. Si vous empruntez encore de l'argent, le taux va être beaucoup plus élevé. On va dire que ce pays est mauvais payeur. Tout le monde connaît l'expression. Et cela a des conséquences sur l'image du pays, sur le plan économique, à l'échelle internationale. Quelles doivent être, selon vous, les prochaines étapes pour faire avancer en cette réflexion sur la dette et concrétiser les engagements pris lors de la conférence de Lomé? Pour moi, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est de rendre la dette soutenable. Ce que j'appelle soutenable, il faut qu'on descende largement de ces 70%. Parce qu'il faut rappeler qu'en 2013, la dette faisait 30% du PIB des pays africains en général. En 2022, la dette faisait 60%. Je n'ai pas le chiffre de 2025. Vous voyez, on a doublé la dette par rapport au PIB. C'est excessif. Il faut qu'on fasse redescendre cela, qu'on rende la dette soutenable, qu'on emprunte ce qu'on peut rembourser et qu'on n'emprunte pas seulement sur les structures internationales, qu'on essaye d'emprunter à l'interne. La deuxième chose, il faut de la transparence dans la dette. On a emprunté combien? Sur quelle base? Avec quel pourcentage? Pour faire quoi? Et qu'on ne nous le dise pas après, mais qu'on le dise avant, pour que les économistes, que ceux qui connaissent se prononcent, pour dire mais ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est pas le bon endroit, il y a tel autre endroit où on peut emprunter, on a moins de contraintes, on peut avoir un remboursement qui est meilleur. Puisque ça également, je crois qu'on doit pouvoir le faire. La deuxième chose, il faut qu'on utilise l'argent de la dette pour investir dans ce qui est rentable. Parce qu'une bonne partie de la dette a été utilisée parfois pour investir dans des choses où il n'y a pas de productivité. Et ça pose un problème de remboursement. Tu n'as pas assez d'argent. Raison pour laquelle tu es allé emprunter de l'argent. Mais mets cet argent dans quelque chose qui peut produire, qui permet de rembourser la dette et qui permet même de laisser de l'argent qu'on puisse mettre à la disposition des populations. Mais s'il faut aller emprunter pour mettre en place des infrastructures qui ne sont pas nécessairement prioritaires, on a après des difficultés pour rembourser et on est obligé de faire souffrir les populations. Mais il faut qu'on arrête avec cette façon de faire. Parce que sinon, mais à un certain moment, les populations elles-mêmes diront, comme elles le disent déjà, nous n'avons pas besoin de la dette, pas parce que la population n'en a pas besoin, mais parce que la population ne voit pas en quoi elle profite de cette dette. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.